Bienvenue dans les catch-up du panier, un moment unique avec des anciens invités du panier. Premier podcast e-commerce en France. L'idée est de reprendre la discussion là où on l'a laissé un an plus tôt pour analyser ce qu'il s'est passé depuis. Quels nouveaux enseignements ils peuvent nous apporter, quels sont leurs insights marchés ou produits et comment ils ont fait pour progresser comme ils l'ont fait. Le tout en moins de 30 minutes, ce sera un challenge. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission, rendre l'expérience digitale de l'utilisateur final efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité, en singularité. Vous avez un projet? Parlons-en et contactez-moi sur contact@lepanier.io. Bonne écoute. Chers auditeurs, pour ce dernier catch-up de la saison, je suis très heureux de recevoir Valériane et Hortense que j'avais reçues en juillet 2019 et qui sont les cofondatrices de Miasun. Miasun, vous vous en souvenez peut-être, ce sont des tentes de plage pliables, ultra légères, hyper sympas, aux motifs originaux et qui, une fois pliées, tiennent dans un sac à main. Elles avaient lancé à l'époque le produit, elles avaient vendu déjà 5000 tentes, principalement en ligne. Mais tout s'est accéléré ensuite. Elles sont passées dans Capital le même été, qui a fait exploser les ventes. Et surtout, elles se sont rapprochées de Fatboy. Et c'est un rapprochement sous forme de licence, pas un rachat. Et c'est un sujet hyper intéressant qu'on aborde dans le panier. Pourquoi elles ont choisi cette option? Comment s'est déroulé ce rapprochement? Et comment il se passe aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce que ça leur a apporté? Un épisode passionnant. Bonne écoute. Salut Hortense, salut Valériane, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous recevoir pour ce catch-up du panier. Comment allez-vous? Super bien, on est content. Bonjour Laurent. On enregistre le 10 juin et hier c'était la réouverture des restos. Vous êtes fraîche, tout va bien? Ça va, pleine forme. J'ai vu c'est M6 qui a fait une communication géniale hier soir, donc c'était la finale de Top Chef que je n'ai pas vue. Attention, pas de spoil. Moi non plus, me spoil pas, ouais. Bon, non, moi je regarde pas, mais j'ai trouvé génial qu'ils incitent les gens à ne pas regarder. Exactement, donc M6 a envoyé un message sur ses réseaux en disant ce soir, au lieu de regarder des restos à la télé, allez au resto et vous pourrez tranquillement profiter du replay. C'était génial. C'est assez rigolo, quoi. Je suis très heureux de vous recevoir. Il y a plein de choses qui se sont passées dans votre vie depuis qu'on a enregistré en juillet 2019. Une belle croissance. Et puis surtout, le sujet qui va nous animer et qui m'intéresse sur cet enregistrement, qui est quelles sont les pistes de croissance pour une start-up qui a trouvé un product market fit pour son produit. On sait bien sûr tous qu'on peut lever de l'argent, on peut éventuellement revendre si ça marche, mais on peut aussi s'associer, trouver des partenariats, faire des collabs ou des partenariats de distribution. Ce qui est un peu ce que vous avez fait, vous allez nous le raconter avec Fatboy. Mais peut-être qu'on va commencer par le commencement. On a enregistré en juillet 2019. État des lieux à l'époque. Vous vendiez 5000 tentes, vous aviez 3 points de vente à Paris. En 2 ans, on avait vendu 5000 tentes. En 2 ans, vous aviez vendu 5000 tentes, vous aviez 3 points de vente à ce moment-là et vous ne vendiez... qu'en ligne, on l'avait principalement vendu en ligne. Principalement vendu en ligne, ouais. On était vraiment un produit Instagram. À cette époque-là, on était connus grâce à notre communauté et petite vitrine au bon marché. Quelques collabs. Et on attendait la parution d'un reportage sur M6 avec Capital, quand on s'est rencontrés la dernière fois. Ouais, c'est ça. Et Capital qui ne prévient pas, ne vous donne pas une date et un horaire exact, c'est ça? Exactement. Comment rester sur M6 tous les dimanches soirs, la boule au ventre. Puisque l'épisode du panier était sorti début juillet et Capital vous avait dit que ça sortirait courant juillet, c'est ça? On pensait que ça sortirait mi-juillet et finalement c'est sorti fin août. Un peu tard pour la saison. Ouais, c'était un peu tard pour la saison. Et donc, vous avez passé tous vos dimanches soirs à regarder la télé Non, quand même. Parce qu'en plus, quand c'est pas ton sujet, Capital, ça peut être un petit peu extrême. Non, mais alors, c'est hyper intéressant parce que vous êtes un produit d'été. Ça peut, à ce moment-là, donner un réel coup de boost et d'accélération sur un produit qui est déjà en croissance et qui marche bien. Et ça, c'est très cool. Comme c'est un produit d'été, plutôt il passe, mieux c'est. Exactement. Comment vous vous préparez au passage sur Capital? On booste le serveur, surtout pour que le site tienne. Finalement, il n'a pas tenu. On a eu plus de 100 000 visites uniques le soir de l'émission. 100 000 visites uniques le soir de l'émission? C'était ça. Et les jours qui ont suivi. Ouais. Mais c'était vraiment énorme. Le soir même, le site crash, je pense, après l'émission. Et le lendemain, on n'avait plus de stock. Enfin, ouais. Quand on a rouvert, il y avait 0 stock. Et en fait, là, c'est surtout là qu'on a commencé à se dire comment on va gérer, parce que l'été n'était pas complètement terminé. Les gens avaient envie d'en acheter. Donc, il ne faut pas les perdre. Et en fait, on a quand même réussi à récupérer les emails des gens en leur expliquant justement qu'on était une petite marque
et qu'on n'avait pas pas les stocks suffisants pour répondre à toute cette demande. Donc on a récupéré les emails des gens qui avaient découvert le produit grâce à l'émission et on leur a proposé des précommandes. Ouais, et il y avait un code spécial capital. Exactement. C'était pour ça permettait de traquer effectivement qui venait de l'émission, quoi. Donc c'était de la gestion. Mais attends, le code spécial, tu l'as pas donné dans Capital? Non, pas du tout. Non, sur le site, quand on arrivait, effectivement, pour précommander, il y avait un modèle, le Biarritz, je crois, et il y avait ce code capital qui permettait de précommander ta tente. Donc en pratique, le site est tombé, mais vous avez quand même prévu une sorte de backup. En tout cas, ça, c'est un enseignement, je pense, qui est important, qu'on a déjà eu avec d'autres acteurs qui étaient passés dans cette émission dont on m'échappe, qui est le Shark Tank à la française. Qui va être mon associé ou mon investisseur, non? Oui, c'est ça, ouais. Passé sur M6 l'année dernière et j'avais reçu quelques personnes qui étaient passées, qui avaient bien préparé justement la chute des serveurs avec une landing et une prise d'email. Donc 100 000 visiteurs dans la soirée des jours qui ont suivi. Exact. Quel volume de commandes vous avez Honnêtement, entre les ventes immédiates et les précommandes, ça devait être 600, 700 tonnes. Ah non, beaucoup plus que ça. C'était plus de 1000 quelques milliers, quoi, ok. Ouais. Et il y avait quand même eu 2 millions de vues sur le reportage sur M6. Donc il y a eu aussi énormément de magasins qui nous ont contactés, qui voulaient distribuer Miassen. C'est intéressant, tu as un effet indirect. Donc déjà, tu as de la notoriété qui se fait, parce que 2 millions de personnes qui voient et qui entendent parler de Miassen, c'est cool. Et qui, j'imagine, découvrent que les tentes de plage, ça existe. Tu m'as dit quoi tout à l'heure, les voiles d'ombrage. Qui est un terme que je l'aurais pas eu en tête. Mais bon, donc déjà, tu as un effet notoriété qui est très cool, d'évangélisation de ton marché. Et surtout produit. que Capital, ça peut être un peu ça passe ou ça casse. Et nous, on a eu la chance d'avoir un super reportage parce qu'il y a eu 3 jours de tournage. Ils nous ont suivis à Paris dans les petits pop-up qu'on avait organisés. Ils ont très bien montré comment on installait la tente. Enfin, tout ça, c'était hyper positif pour notre marque. Ils ont montré les petites chaînes de production. Enfin, vraiment, tout était très positif pour nous. Donc, c'était déjà un soulagement. Et après, ça a eu tous les impacts que tu décris en termes de notoriété, de vente et de questions pour l'avenir, quoi. C'est une grosse opportunité, ça peut être un tremplin. Donc de l'awareness, enfin je pense funnel tout simplement, mais de l'awareness parce que tu as 2 millions de personnes qui le voient. Vous êtes bien tombé parce que le reportage était positif et c'est vrai que tu peux être plutôt dans la critique. Mais par contre, ils nous avaient rien partagé avant l'émission, c'est-à-dire qu'on tourne, ça dure quand même des mois finalement, et à la fin le stress est là parce que c'est du journalisme. On n'a pas le droit à une relecture, on n'a pas le droit à avoir des extraits juste avant le passage. Petit stress du coup. Ah ouais, à fond, la journaliste elle grade pour avoir toutes les données confidentielles de ta boîte. Faut soit pas lâcher, soit en lâcher un petit peu parce que c'est ce qui intéresse les journalistes. C'est ce qui fait stressant. Et du coup le reportage passe, il est positif, ça fait de l'awareness, ça fait de la transfo parce que les gens viennent sur le site. Enfin pas de la transfo pardon, ça fait de l'acquisition parce que les gens viennent sur le site et puis tu transformes un petit peu quoi. Ok. Surtout ça nous fait poser une grande question, c'est de se dire il faut évoluer, il faut croître et à ce moment-là comment on répond à cette demande et comment on prépare l'année suivante. Parce que une fin d'été comme ça c'est plein de choix possibles en termes de pour produire plus. Vous aviez vendu en cumulé 5000 tentes au moment où on a enregistré cet épisode il y a 2 ans. À la fin de l'été, vous étiez proche des 10 000. Ouais, plutôt ça, entre 8 et 10 000. Ouais, donc vous avez fait autant en un an que... voilà, on avait doublé. Doublé, ouais. Et du coup, vous vous posez la question de la suite. Exact. Là, on se regarde en septembre, on se dit il va falloir accélérer. On fait une levée de fonds, en même temps, on en a... C'est surtout que les 2 premières années, et presque les 3 premières années, on finançait complètement notre production. Donc on arrivait l'hiver avec les stocks qu'on avait vendus l'été à réinvestir notre argent pour produire. Mais quand tu dois produire, si c'était 10 000 tentes, on n'avait pas l'argent pour le faire. Donc soit levée de fonds, tu trouves quelqu'un qui t'aide, qui te prête de l'argent, un business angel ou un investisseur, et qui te permet de grossir en embauchant des gens, en produisant plus, en continuant de faire ton métier, mais avec plus de gens. Soit tu vends ton produit en expliquant à une marque notre produit, il a trouvé son marché, on a une communauté, une clientèle, on n'a plus les capacités de le gérer nous-mêmes, on veut vous le donner, enfin vous le vendre. Soit, en fait, la troisième solution, c'était de s'associer. La solution royale, c'est de s'associer avec quelqu'un qui est un acteur de l'outdoor qui fait exactement ce que nous on fait, mais à une échelle, pas besoin de réinventer la roue en fait, si tu t'associes avec quelqu'un qui fait déjà ça. Le pro de l'outdoor, il nous fallait ça. Donc c'était un choix. Pourquoi vous avez écarté les autres solutions ? Lever des fonds ?
Lever des fonds. Alors moi, sur ma partie, de mon background, moi je suis pas du tout management et équipe, et arriver à faire vivre, embaucher des gens pour arriver à faire vivre toute l'année sur un produit saisonnier, ça me flippait complètement. T'avais l'option aussi de partir avec une levée de fonds sur d'autres produits moins saisonniers. Je pense à Kabaya qui est passé ici récemment, qui est parti sur le bonnet, compliqué. Et qui va vers des sacs de plage. Là pour le coup, moi je pense que c'était pas le moment de réinventer du produit, etc. Nous on voulait aller vite sur ce produit-là. Et c'est vrai que la partie management, former des équipes pour avoir des agents en fonction des pays, etc. Moi, j'ai un peu paniqué. Valé avait plus envie. On a suivi nos intuitions. On a jeté des petites pierres dans ces 3 possibilités. Et en fait, ça a mordu du côté s'associer avec un gros acteur. Et en fait, ça a tout de suite éliminé les 2 autres solutions du coup. Raconte-moi alors cette période. En fait, on a jeter des pierres. De manière très pragmatique, jeter des pierres, ça veut dire quoi? Alors, quand tu cherches un investisseur, c'est comprendre quelle part tu vas lui céder. Donc, nous, on avait besoin de conseils parce qu'on n'avait aucune notion on se rendait pas du tout compte de comment ça fonctionnait. Donc, on a demandé conseil à des gens qui l'avaient déjà fait, qui avaient fait rentrer des investisseurs chez eux. Ils nous ont aidés à faire des calculs, à valoriser notre boîte, etc. Voilà, en gros, c'était les petites premières pierres qu'on était en train de jeter. Pour vendre directement ton produit, on a contacté des marques pour essayer de les rencontrer. Et après, avoir un peu une vision aussi de quel serait le bon acheteur, quoi, le bon acteur. Et je pense qu'on a un peu fait tourner aussi nos réseaux. On s'est dit comment on s'approche de cette marque, comment on se rend visible, etc. pour les rencontrer. Vous avez créé des visites, vous avez provoqué des rencontres, pardon? Ouais, des emails plutôt à cette période-là. Ok. Et la rapide réponse du country manager de la future marque qui est intéressée a été ultra réceptif et nous a fait oublier tout le reste. En fait. Ça a été très rapide. Et c'est là où on voit une efficacité pas française. Alors rentrons dans le détail maintenant sur Fatboy. Du coup, c'était la country manager, le country manager de la France, du coup, qui connaissait notre produit. Connaissait Miason. Comment il le connaissait? Je pense les réseaux sociaux. Ouais. Il avait aimé le produit. Ça faisait 6 mois, 1 an qu'il remontait les infos au siège. Le siège de Fatboy est en Hollande, proche de Amsterdam. Et les Hollandais avaient déjà donc connaissance du produit et nous pouvaient suivre sur les réseaux sociaux l'avancement de Miason. Donc à ce moment-là, ils s'intéressent à nous contactent sur LinkedIn et nous on les contacte. Et après on rentre on les contacte, on nous répond en un quart de seconde, on vous connaît, on veut vous rencontrer. Du coup, on a rencontré Loïc, le country manager qui est de Lyon. Et comme nous on vient d'Annecy, en fait, ça a été facile de se rencontrer et il nous a pris des billets le jour même pour aller en Hollande rencontrer la CEO et la directrice artistique de Fatboy. 2 semaines après, on était en Hollande avec notre petite tante sous le bras. Ok, c'est génial. Attends, je te ralentis une seconde. On pourrait dire, c'est un coup de bol, mais en fait non, parce que la chance, tu la provoques. Tu la provoques, exactement. Vous avez contacté ce Loïc ? Yannick, de country manager de Fatboy. Vous auriez pu en contacter 50, vous l'avez peut-être fait quelques-uns en tout cas d'autres, mais voilà, tu provoques ta chance, c'est hyper intéressant. Ouais, ça on l'a toujours dit d'ailleurs, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, mais en même temps on a toujours su un peu jeter des pierres un peu dans tous les sens, et puis ça mord, et puis à ce moment-là il faut y aller, on sent la réactivité de Fatboy qui envoie les billets. Donc le mec vous envoie des billets pour aller rencontrer. Non, d'abord il nous rencontre. Il nous rencontre avant de nous envoyer à Hollande. Vous rencontrez à Lyon? Il vient à Annecy. On sent qu'il est très intéressé. Ouais. Quelle est la discussion? De quoi vous parlez? Alors, elle est assez familière. Je pense qu'on se rend compte que la personne est bienveillante, qu'elle elle trouve le produit top. Il y a un coup de cœur un peu produit plus notre équipe qu'on arrive à bien diffuser sur les réseaux sociaux. Et ils nous disent voilà, je pense qu'il est intéressant que vous rencontrez Fatboy, mais pas plus, pas moins. C'est-à-dire, il veut pas nous influencer, il veut juste nous ouvrir la porte. Vous étiez en stress total pour ce premier rendez-vous ou pas encore? Non, c'est génial. C'est cool. Okay. On saute au plafond. Ah ouais. Il y a un enjeu quand même. Ouais, mais non, parce que à ce moment-là, on se rendait pas compte de vers où ça pouvait nous mener. Okay. Ouais. C'était vraiment une opportunité. Donc il y a un feed sympa. Il vous prend des billets pour aller rencontrer les patronnes, de Fatboy. CEO et la directrice artistique de Fatboy. Qui se trouvaient être 2 femmes. Oui. Comme vous. D'une cinquantaine d'années, donc un peu plus âgées, beaucoup plus âgées. Donc vous partez avec la tente sous le bras. Ouais, exactement. Et je pense qu'il y a eu un coup, là aussi un... Là, il y a un peu plus de stress? Non. Toujours pas? Non, c'était de l'excitation. Où est-ce qu'on va? Okay. Fatboy, on connaissait vraiment
l'image de la marque, mais pas les dessous et l'organisation de l'entreprise. Donc c'était une énorme curiosité et une envie de découvrir tout ça. Et donc on est arrivé, il y a eu quand même un trajet, hein. Enfin c'est pas facile d'accès, quoi. Faut aller à Amsterdam puis prendre un bus jusque Denbush, etc. On a été accueillis dans une entreprise qui est comme une famille. Ils ont un bureau magnifique, ils nous ont fait tout visiter, on a rencontré tout le monde. Et ça a été vraiment genre une rencontre et d'abord un coup de cœur. Mise en confiance, mais qui peut aussi être un peu... Il n'y a pas eu on n'a pas essayé de les convaincre, on leur a juste raconté notre histoire, comment était née l'idée, comment on l'avait mise en place, tous les gens qu'on avait séduits, les photos de tous nos clients, etc. Ils ont fait la même chose de Fatboy pour nous. De nous Ils nous ont présenté l'origine de Fatboy, qui était le créateur, comment l'entreprise avait grossi, etc., quel était leur ADN et leurs valeurs. Et après ça, on s'est dit... Où est-ce qu'on trouve le point... Ok, on veut travailler ensemble. Le point de jonction. On veut travailler ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à négocier, à trouver un contrat, en fait. D'accord. Alors, avant d'aller si loin, de parler du deal ou du format du deal, pardon, ils étaient déjà en recherche d'un produit comme le vôtre ? Oui, et c'est pas dans leur politique de copier. Il faut qu'ils soient sensibles. Pour le coup, ils avaient... alors effectivement, il y a une montée, je pense, de la protection solaire, de la sollicitation des UV, etc. Donc il y avait une recherche sur un produit anti-UV ou un parasol, mais ils n'étaient pas là pour nous copier. Donc c'est-à-dire qu'on pouvait être sereine et présenter Mia Sun. Vous avez un brevet, hein ? Oui. Ok. Et voilà. C'est là où on rentre dans le deal, c'est une cession des droits du brevet. Ok. Donc ils étaient en recherche d'un produit été, protection UV, soleil. Ils ont rencontré d'autres acteurs ? Vous le savez ? Non, je pense pas. Non. Ok. Il y a quand même beaucoup de... Les étoiles sont alignées, quoi. Ouais. À ce moment-là. Mais nous, oui, elles sont alignées depuis un moment. Touche du bois. Mais ils sont quand même... Fatboy était à ce moment-là dans une mentalité, dans une optique de on veut faire rentrer de nouveaux produits. Parce que les gens nous connaissent la marque Fatboy pour certains produits emblématiques, comme le gros pouf, le Lamzac et la lampe. Et en fait, ils ont une gamme bien plus profonde que ça. Ils ont environ 80 produits. Mais ils veulent faire connaître aux gens, enfin à leurs clients, tous ces produits différents et en innover, en faire rentrer de nouveaux. Donc, il y avait notre tante qui est arrivée cette année-là, mais ils ont aussi fait rentrer des designers qui ont fait des tables et des chaises. En fait, ils sont une marque d'outdoor, de jardin autour de l'univers piscine, etc. Mais ils sont en train d'élargir leur gamme. Et nous, on est arrivés dans cette dynamique avec une direction qui était ils ont assez cette récente, richesse, féminine. Enfin, tout ça, on est arrivé dans une espèce de boule d'énergie et qui était super intéressante. Je vous le disais tout à l'heure quand on préparait l'entretien, mais je trouve que Mia Sun est plus... Alors chic n'est pas le bon terme, mais si, c'est, je pense que, en tout cas, à la discussion avec la direction artistique, c'est exactement ça. C'est Mia Sun est un produit, mais vous l'avez aussi créé un univers qui est assez raffiné, élégant dans les motifs, dans la façon de prendre les photos, etc. Et ils avaient besoin de ça. C'est pour ça qu'ils nous ont dit, on aspire le produit, mais vous avec. Voilà pourquoi aujourd'hui on est toujours consultante pour Fatboy. Ok. Ils ont une gamme de produits assez large. Large, ouais. Alors, tu as parlé du Lamzac. Moi, je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais le Lamzac, c'est les, chers auditeurs, vous savez, c'est une espèce de pouf gonflable, même pas pouf. Une grande poche. Une grande poche, comme une banane qui s'emplit d'air quand on court. On voit les gens le faire dans les parcs, là. On les voit souvent dans les parcs, les festivals. C'est vraiment le petit siège d'appoint, enfin, le fauteuil d'appoint. Donc, ils ont une gamme déjà assez large, qui est principalement constituée de produits faits par des designers extérieurs, sur le modèle que... Je pense que non, 90% est une production interne, alors que quelques éléments type les Heroes Products sont produits par des designers externes. Les Heroes Products, c'est donc les produits qui cartonnent. Qui cartonnent, emblématiques, qui deviennent une référence. Quand on cherche une lampe. Quand on pense à Fatboy. Voilà. Ou même quand on cherche une lampe. Le pouf en est un ? Oui. C'était le premier. Oui, mais designé en interne, designé produit en interne. Alors que non, c'est un designer externe. Ouais. C'est le fondateur mais qui est resté un designer externe. Ok, intéressant. On est, je pense, le 8e ou 9e produit designé externe. On est à l'automne 2019, quand ces rencontres se font. Vous êtes allé combien de fois On y allait tous les mois, je pense, au début, avant le Covid. Avant signature Octobre, novembre, décembre, la Christmas party. Après, il y a eu le Maison Objet. Avant signature, on y allait une seule fois pour les rencontrer. Ensuite, on est revenu pour signer. Et ensuite, il n'y a eu qu'un seul rendez-vous avant signature. Après, on a négocié bien sûr, à distance. Bien sûr, ouais. Et les négos portaient sur quoi ? Comment ? Quelles étaient la teneur des négos ? Quels étaient les points de discussion ? Sans rentrer dans le détail, mais de quoi on parle quand on négocie avec Fatboy pour un deal de
De royalties, Ouais. c'est une cession des droits d'un produit. Donc à ce moment-là, on va être intéressé aux ventes et puis à une durée. Donc c'est juste il faut que les choses fitent des deux parts. Mais Ok. Mais ce qui était Se assez protéger. facilitateur, c'est que comme Fatboy a de l'habitude de Voilà. rédiger ce genre de contrat, en fait, ils nous ont soumis ce qu'ils font habituellement. Et ensuite, on a négocié sur cette base, en ajustant selon ce que nous, sur les points qui projetait. nous semblaient importants, etc. Donc, un deal de royalties, pour le reformuler avec mes mots. à durée de vie du produit. À C'est durée de vie. intéressant. Vas-y. C'est un deal de royalties à durée de vie du produit. C'est-à-dire qu'ils sont engagés à nous remettre à vitam aeternam s'ils vendent le produit une part. Il n'y a pas de limite de temps. Non. Ok. Par contre, si le produit il y a une sort, limite basse. il y a une limite basse, c'est-à-dire qu'en 2024 ou 2025, je ne sais plus exactement, Mais si 5 le ans, produit en gros, sort, c'est voilà, ça. on avait 5 ans de protection, on récupère les droits et ils peuvent sortir le Miyasan de la collection. Donc, s'ils sortent le Miyasan de la connexion de la collection dans les 5 premières années, vous récupérez les droits Ça. du Miyasan. Voilà. Et s'il ne le sort pas, c'est ad vitam aeternam. Tant qu'il le distribue, vous récupérez des royalties. Exactement. Intéressant. Donc le deal, pour le redire avec mes mots et être sûr d'avoir bien compris, c'est que vous cédez à Fatboy la possibilité de distribuer sous leur nom. Exactement. On est d'accord, hein, c'est Oui. brandé Fatboy. Le Fatboy via leur réseau de distribution. Vous aviez 3 points de vente 4 mois plus tôt. Grâce à eux, Physique. Grâce à eux, vous passez à combien ? 2500. Ok. On n'est pas actuellement dans les 2500, mais c'est leur Oui, leur mais c'est un cadre. potentiel, C'est quoi. un potentiel, exactement. Ok. Et Surtout surtout, un site en une vingtaine de langues, en 10 monnaies. C'est un service assez incroyable, hein, leur capacité. Nous, on s'adosse aujourd'hui juste avec ce produit-là, mais ils ont des services marketing incroyables, des RP, Là, à ce moment-là, on découvre un peu comment on peut grossir vite avec 50 personnes qui s'occupent de notre produit. et prendre un vrai coup d'accélérateur Ouais. sur le sujet. Il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que Fatboy, tu l'achètes surtout en point de vente, je crois. Enfin, les produits, beaucoup Avant le Covid. avant le Covid. Sauf que le Covid est un accélérateur. Ouais. Vous ne vendiez presque que online. Exact. Comment c'est le mariage à ce niveau-là ? C'est un peu génial parce qu'ils adoptent un produit digital avant le Covid et se rendent compte qu'il y a une crise qui va fermer les magasins pendant 2 mois, strict. Et derrière, il faut se renouveler, il faut être fort online. Mais ils avaient le Miyasan dans le magasin, quoi. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir avoir déjà un produit très fort en e-shop. Et si je me projette un peu quelques mois plus tard, l'été suivant, vous étiez le premier produit, enfin le produit le plus vendu sur le site de Fatboy, c'est ça ? Exactement. Worldwide, pas en France. C'est Ouais, Enfin, le ouais, site c'est- global. ouais, le ouais, site ouais, global. c'est excellent. Fatboy.com. Meilleure vente. Meilleure vente. Donc, Après, il faut savoir que notre Après, produit... plein de rebondissements, hein, parce qu'entre-temps, Oui. il y a eu... d'abord, il y a eu le Maison et Objet. Ouais, Ça, c'était quand même un grand génial. événement pour nous. On en rêvait. vas-y. Mis en avant sur le stand de Fatboy, dans un magnifique bac à sable, C'est autour d'une 120 mètres scénographie carrés. géniale. Là, c'est quand ? On est à On quelle est en période ? janvier, aux Maisons et Objets. Donc, ce qui nous permet aussi de rencontrer... Janvier 2020, pardon, 2 mois avant le... Ouais, 2 mois ouais, avant ouais. le Covid. 2 mois avant Et le Covid. l'édition du Maison Objet de janvier est basée sur l'été. C'est toutes les présentations des produits d'été. Et nous, on en rêvait depuis 3 ans, mais les prix des stands, c'est incroyable. Ils ont un stand de 120 mètres carrés, où là, il y avait une sorte de plage de sable avec une tente et tous nos produits, et nous, des étoiles dans les yeux, parce que d'un coup, on a, il y a tout la vitrine mondiale qui vient acheter les produits sur Paris, quoi. Et surtout, Ça, les c'est gens viennent voir le stand Fatboy parce qu'il est toujours original Fun. et sympa et fun. Il y a un truc à voir, il y a des goodies à récupérer. C'est En une fait, marque on a qui... rencontré plein de gens sur ce stand, Ouais. des gens qui nous connaissaient déjà et surtout des distributeurs qui étaient intéressés. Donc c'est là aussi qu'on a commencé à mettre un peu le pied dans la distribution, on va dire. Et il y a eu 3 jours de salon. Après, il y a eu un salon à Stockholm. Alors restons sur Maison et Objets, parce que si tu veux bien, parce qu'il y a, t'es pas là, vous n'êtes pas les premières à en parler. C'est un passage obligé, j'ai l'impression, pour beaucoup de mes invités, pour trouver des partenaires, des distributeurs, se faire connaître. C'est quoi un beau stand, bon stand ? C'est quoi un stand efficace à Maison et Objets ? Selon vous, qui l'avez alors il y a vu, déjà des placements. Alors ça c'est subit, mais il y a des effectivement il y a des halls et des colonnes, trucs. Mais les marques
avec notoriété comme Fatboy, comme Paul Spotton, ont souvent les plus beaux stands et les plus beaux corners. Mais surtout d'être associé, parce que c'est un investissement de dingue, se rendre aux maisons objets. C'est éreintant aussi pour toute l'équipe, parce que Fatboy mobilise une vingtaine de personnes du siège. À ce moment-là, il y a tous les... Ils sont une cinquantaine, je crois, chez Fatboy. Voilà, mais tout le monde la moitié de la boîte. La moitié de la boîte est là. Ouais. C'est ultra fatigant. En vrai, nous, on est resté 4 jours sur le stand. Mais c'est un passage obligé, c'est un passage de notoriété internationale. Il y a autant de gens de Corée, Japon, Chine, les États-Unis, le MoMA Store. Enfin, on avait vraiment une super belle vitrine. Après, quand on est plus petite marque et qu'on est plus caché au fin fond de la colonne Z, XY 150 du hall B12, c'est plus compliqué d'avoir une vraie rentabilité sur un stand comme ça. Compris. Donc ce stand maison objet, ensuite un stand à Stockholm. Un salon à Stockholm, c'est ce que tu disais, ouais. Mm-hmm. Et tout ça, vous êtes conviés évidemment, et vous, Fatboy vous invite à participer. On est conviés en tant que designer, ouais. Et eux, ça leur permet aussi d'inviter leurs distributeurs en leur disant venez rencontrer les designers Hortense et Valériane qui ont créé Miasson, notre nouveau produit de l'été. Ok. C'était super sympa, on a voyagé grâce à ça. Et pour eux, c'est pas ils ne rachetaient pas qu'un produit. Il y avait une équipe derrière, il y avait 2 sourires, il y avait 2 Frenchy girls. Pour eux, c'était ça. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils nous incitent à emmener du Fatboy avec nous, parce que on doit être un peu les ambassadrices Fatboy en France. Comment se fait alors j'ai une question. Comment se fait la gestion des 2 sites et de l'ancien site de Miasson, le .com, le store officiel, vous vendez toujours sur le site? Non. Et du coup le reversez, ou vous on avez ne vend complètement plus sur notre site. On explique sur notre site que c'est un lien vers le site de Fatboy. C'est-à-dire ils se connectent, s'ils veulent une tente, ça arrive tout de suite chez fatboy.com. On avait fait un explicatif qu'on a gardé 6 mois et on a fermé le site. En fait, si tu tapes miasson.com sur Google, tu tombes directement sur le site de Fatboy. Okay. Mais pendant 6 mois, on a fait une petite transition. Il y a une migration à faire, quoi. Il faut il y avait une migration, une explication. On avait gardé l'explication sur le miasson.fr parce qu'on voulait que les gens comprennent bien qu'on était associés à Fatboy et pas qu'ils nous avaient copiés. Parce qu'en tant que client, si tu cherches une Miasson et que tu te rends compte que la même chose existe chez Fatboy, est-ce que tu as bien compris que c'est réellement la Miasson originale, ou est-ce que tu te demandes pas si Fatboy t'a copié? Donc c'est pour ça qu'on avait gardé un site vitrine pour expliquer aux gens qu'on faisait partie de Fatboy. Enfin, que le produit visuellement, nos sites qui ont toujours été très épurés, très tournés autour des visuels de la mer, de la plage, etc. Pendant 6 mois, il était rouge, vraiment. On avait toute cette photo, ce shooting qu'on avait fait avec Fatboy. C'était un peu comme si Fatboy nous avait croqué. On était la grande photo, c'était la tente au-dessus et le pouf rouge dessous. Mais il y avait un côté, le site, il avait rien à voir, et je pense qu'il expliquait bien qu'on s'était un peu marié à une grosse marque, quoi. Mais qu'on restait avec eux. Et que vous gardiez votre identité, votre ADN. Notre ADN. Intéressant. Plein de questions, mais on a commencé là-dessus, donc on continue. Donc, avant d'arriver à septembre, où vous êtes le produit le plus vendu sur le site de Fatboy, qui vient de fusionner avec vous, de prendre les droits. Il y a eu 2 salons. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le Covid. La fermeture des magasins. Ouais. Nous, on a un produit saisonnier, on commence les ventes très fort en avril, ça monte en mai, ça monte en juin, ça monte en juillet. Normalement, en août, c'est presque terminé. Donc l'apparition du Covid en mars, avec la fermeture des frontières, plus de vols d'avion, les gens ne se projetaient plus en vacances, ils ne réservaient pas leurs vacances d'été, ils ne n'achetaient plus rien. Là, on se dit, waouh, ça va être une année. Alors en même temps, nous, on est sauvés parce qu'on est maintenant accompagnés par Fatboy. Toute seule, on aurait peut-être déposé le bilan. Enfin, la vérité, c'est qu'à une année de plus, à une année près, on faisait peut-être couler la boîte parce qu'on avait produit monstre et qu'on n'avait pas de distributeur. Et enfin, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué 2020. Quel est votre engagement vis-à-vis de Fatboy dans le deal? Alors nous, est-ce que vous avez des obligations, On travaille encore pour Fatboy. On est consultante pour Fatboy, pour Miasson en fait, dans le sens où on continue d'alimenter les réseaux sociaux. On choisit les motifs, encore une fois, pour que Miasson garde son âme au sein de cette marque hollandaise. On propose des événements, des collaborations. Okay. Et en fait, avant que le Covid arrive, on avait quand même planifié de novembre à mars plein d'événements, plein de collabs, plein de com, et tout ça s'est effondré au moment où on venait de signer.
Donc ça a été quand même super perturbant. On est rentré du shooting photo parce que comme en fait le produit n'a pas changé. On a fusionné avec Fatboy, ils ont gardé nos imprimés, le produit n'a pas changé. Il fallait aller vite, on a juste rajouté l'étiquette. Enfin c'était meant to be. Je sais plus comment on dit ça, mais c'était fait pour devenir un produit Fatboy. Ouais. Comment on dit en anglais? Meant to be. Et du coup ça a été très rapide. On a mis en place tous les événements, la com, etc. Et tout ça s'est effondré. Et on s'est retrouvés confinés dans 2 villes séparées, alors que ça faisait 3 ans qu'on passait notre temps ensemble, justement pour créer du contenu, faire vivre notre marque, etc. Et en fait, on venait de signer un truc, et là, on se dit, si ça se trouve, en fait, ça va pas marcher. Ça va tomber là où ça va pas marcher. Il y a ça, mais je pense aussi, si on signait pas le deal avec eux, nous... On avait une année très compliquée. Pas sûr que tu passais l'été, quoi. Vu les projections qu'on avait faites. Tu passais pas l'été. En tout cas, on passait pas le printemps parce qu'on venait de payer nos fournisseurs. Et t'as un compte qui est proche de 0 et tu vends pas de tente. On n'aurait pas vendu de tente jusqu'en mai. Et finalement, on a quand même eu de la chance parce que bien que nos événements soient annulés, Fatboy a été très fort en com sur les réseaux sociaux et sur leur site parce qu'on était bien mis en avant sur la homepage, etc. Et on s'est dit, les gens ne vont pas à la plage. Quel genre de com on peut faire pour faire des choses quand même, parce que on est des entrepreneuses, on a envie de travailler, on va pas regarder les informations toute la journée. Donc on s'est dit, les gens sont dans leur jardin, il faut qu'on transforme notre com, on fait de la com jardin. Et du coup, on a contacté la presse. En fait, on a refait un peu notre job plage sur le jardin. Fatboy a fait des super belles newsletters et le produit, il a pris comme ça, comme nous au début, parce que il y avait la force de frappe de Fatboy. On a poussé sur le jardin, ils ont aussi poussé sur un truc assez rigolo, c'est le fait que la tente, quand on est installé, permet avec les tendeurs d'être un peu isolé. Du coup, la zone Covid était la tente. Qu'on soit à la plage, où le rêve, c'était d'aller au parc quand ils ont réouvert en mai l'année dernière. Donc les gens installaient leur tente, ça permettait de garder une certaine distance de sécurité. T'as un autre avantage aussi, c'est que t'as cru beaucoup plus rapidement à l'international, que les confinements n'étaient pas les mêmes d'un pays à l'autre, et j'imagine que Fatboy a peut-être pu gérer... jouer. On tâtonne, mais à cette période-là, honnêtement, ils sont très agiles et ils se rendent compte que c'est dans le digital qu'il faut aller, et c'est là où on crée tous les visuels pour être fort dans les jardins, dans les parcs et dans ceux qui pourront partir en vacances. Et c'est là où moi je trouve qu'ils ont été très forts. On est un produit qui qui par la poste se fait envoyer et rentre dans les boîtes aux lettres. Donc là ils se sont dit ok, on est un produit e-shop, c'est pas les magasins qui vont porter préjudice à Miasson, donc on met le paquet online. Et ça finit avec le produit le plus vendu sur le site l'été dernier. Je reviens un petit peu en arrière, donc octobre-novembre, c'est ça, c'est là que les discussions se font. Vous vous êtes fait accompagner ? Oui, on s'est fait conseiller à Paris par un cabinet d'avocats, et notre troisième associé, mon frère, il est un peu notre CFO et il a accompagné la négociation. Il était là en Hollande pour cadrer, pour être sûr que, nous on est tellement à cœur dans ce projet qu'il fallait pas faire miroiter trop l'embellie avec Fatboy, donc il était là. Ok. Valériane, tu me disais qu'en fait ils vous ont fourni le contrat habituel en vous disant voilà le contrat. T'avais déjà les sujets sur lesquels tu peux poser ta négo. Et nous avaient également proposé, ce qu'ils n'avaient jamais fait, de nous racheter. Mais nous, à ce moment-là, on existait depuis 3 ans. Ouais. En fait, c'était difficile d'évaluer combien notre entreprise valait. Et après, ils voulaient non pas racheter, ils voulaient racheter le produit, mais nous en plus. Donc, c'est pour ça que ça a été très, très rapidement, on est très rapidement allé sur le contrat de royalties. Et en plus du contrat de royalties, il y a ce contrat de consulting, parce que on travaille tous les jours, presque tous les jours, pour mettre en relation Fatboy avec des marques. On leur a présenté Villebrequin pour faire une collab. On est force de proposition pour faire des collabs, faire des événements, rencontrer des gens, choisir des nouveaux motifs, etc. Donc, le contrat de royalties, il était parfait. Ce contrat, alors quand des boîtes rachètent des startups, très souvent, les fondateurs doivent rester 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a une durée minimum de votre contrat de consulting ou d'accompagnement ? Non, je pense que on l'a reconduit tous les ans. On le reconduit tous les ans, voilà. Et Fatboy nous encourage à développer de nouveaux produits parce qu'ils veulent, en fait, ils aiment notre énergie, notre capacité à savoir utiliser les réseaux sociaux de manière super authentique, spontanée et vraie, et surtout quasiment tous les jours, on est capable de raconter des histoires sur les réseaux sociaux, et ils veulent nous garder, en fait. Enfin, on est 2 petits électrons libres françaises, mais ils veulent qu'on fasse des nouveaux produits dans d'autres univers avec de nouvelles idées de com. Donc, en fait, c'est reconductible. Et ce qui est génial aussi pour nous, parce que si on a envie de faire autre chose, on peut le faire. Il y a une liberté, ouais.
t'as une liberté avec une force de frappe qui est juste incroyable, qui s'appelle Ouais, Fatboy, ouais. c'est 2500 points de vente, sa notoriété, son image. C'était un peu son donner agilité, des ailes à notre produit. Ok, c'est top. Un apprentissage, un enseignement, est-ce qu'il y a des moments où ça a été plus difficile qu'à d'autres et sur lesquels vous Moi, je pouvez crois qu'il revenir? faut suivre ces signaux parce que vraiment, quand on dit apprentissage, finalement, on a juste senti et qu'il y a des choses qu'on sentait pas, finalement, elles se sont vite arrêtées. Ouais, et puis l'apprentissage, c'est qu'en fait, quand tu crées ta boîte, il faut avoir de l'audace et avoir des rêves, parce qu'on avait ce rêve un peu enfoui en nous. Et grâce à un chemin qui a quand même duré 3 ans, rien ne se fait très rapidement, mais c'est quand même été rapide, quoi, pour un petit produit comme le nôtre. Mais avoir de l'audace et oser rencontrer des gens, en fait, c'est les rencontres qui créent les opportunités et qui font grossir ta boîte. Avoir de l'audace et savoir suivre les signaux. Exact. C'est pas évident. Non. Alors, comme je le disais un peu tout à l'heure, vous avez l'air de dire que c'est très simple, mais en fait, vous avez provoqué votre chance avec la rencontre de Yannick, le country manager. Et là, quand tu dis qu'il faut simplement suivre les signaux, il faut les voir. Et pour beaucoup de gens, et je pense que c'est là troisième fois aujourd'hui. Et moi, pourtant, je suis pas allé au resto hier soir. Mais je crois T'aurais dû. J'aurais dû. M6 te l'a dit. Je crois que c'est là l'apprentissage, ou en tout cas l'effort et le truc sur lequel il faut absolument travailler, c'est savoir lire, voir les signaux que parfois en tant qu'entrepreneur on a tendance à... La force, c'est d'être deux. Parce qu'en fait, il y a une idée qui passe, l'autre la reprend, met des vétos, on fait les plus, les moins. Et je pense vraiment c'est très différent d'être un binôme ou un quatuor, j'en sais rien. Mais quand on est plusieurs avec des idées différentes, il y en a, on est aspiré, puis il y en a, on voit des paillettes tout de suite, l'autre freine totalement, mais la clim, t'inquiète, ça va pas se passer comme ça. Non, mais c'est vrai, je pense que vraiment, tout seul, parfois, on prend les mauvaises directions parce qu'en fait, on fonce tête baissée, alors qu'en fait, il faut plutôt relativiser, se poser, faire, et là, on sent la bonne décision, et à ce moment-là, quand on la prend, on la prend à fond. Et en plus de voir les signaux, il faut aussi accepter ses faiblesses, entre guillemets, et se dire que nous, dans notre cas, on se sentait pas les épaules de avoir un investisseur, devoir rendre des comptes à quelqu'un. Nous, ce qui nous plaisait dans notre histoire, c'est d'avoir un produit de plage qui nous permettait de voyager partout dans le monde pour rencontrer des gens, pour développer un produit utile, beau, et avoir un investisseur. En fait, on s'en sentait pas capable d'avoir des gens à qui donner des responsabilités, avoir un truc énorme. Ça faisait rêver et parfois on était encouragés à le faire, mais en fait, on savait qu'on n'était pas capable. Et ça aussi, il faut l'accepter et trouver d'autres solutions. Plutôt que d'essayer et en fait de se casser complètement la gueule. T'as dit savoir voir ses faiblesses, mais en fait c'est honnête avec soi-même, ses envies, ses craintes, ses angoisses, ses forces, ses faiblesses. Et en fait vous vous affranchissez au final de toute la partie ops du développement business qui est peut-être, alors c'est votre cas, mais c'est pas le cas de tout le monde, ce qui vous intéresse moins que le développement Après, ça produit, a été passionnant, image, marque, faire fabriquer 10 000 tentes, construire un e-shop, faire la distribution. Ça a été un apprentissage génial et franchement, j'espère qu'on aura l'occasion de le refaire. Du coup, c'est vrai qu'on finit avec... cette fusion nous permet aussi aujourd'hui d'avoir du temps pour réfléchir sur ces nouveaux projets. Et en fait, quand le produit est un succès et qu'il continue à se vendre, en fait, c'est assez rigolo aussi de se balader en France ou ailleurs, à Majorque, et de rentrer dans une boutique, que ce soit une boutique de déco ou un Villebrequin, et de voir même voilà. Et en sur fait, la plage. Purée, maintenant elles sont un peu partout et c'est vraiment chouette. C'est un succès de notre part et ça nous donne envie d'entreprendre sur d'autres projets, mais d'autres univers peut-être. Peut-être la mode, Non, on a essayé la mode, c'est trop compliqué. Non, mais on a fait des t-shirts. La tante, elle avait, c'était une seule taille. Donc les gens la commandent, ils te disent pas, elle est trop petite ou elle est trop grande. Quoi. Tu la gardes, un t-shirt. Les gens les essayaient, ils disaient, c'est pas ma taille, c'est pas le bon machin. Et là, on s'est dit, ok, jamais là-bas. C'est trop compliqué. Enfin, en tout cas, ça donne envie d'entreprendre. Formidable. La concurrence a évolué aussi avec le temps, mais vous arrivez à une histoire intéressante dont je pense on peut tirer quelques enseignements, en tout cas réflexes pour certains, mais vous aviez miasun.com, miasun.fr et vous avez oublié, retardé. C'est une sorte de timing. C'est l'hébergeur VH qui te notifie que ton nom de domaine va tomber dans le domaine public à un certain temps. Mais effectivement, vu que Fatboy voulait les deux noms, mais finalement au début il voulait plus le .fr, il voulait que le .com. Du coup, on garde le .fr, on fait notre bascule un peu de transition entre Miasun et Fatboy. Et puis, le nom tombe dans le domaine public et il faut savoir qu'il y a des gens, il y a des petits pirates qui mettent des alertes. Et quand Miasun a été libre, ils l'ont racheté. Et ils ont calé un dropshipping de tentes
chinoise, assez immonde, affreuse. C'est des petites tentes en polyester faites en Chine qui sont en dropshipping, quoi. Ça vous emmène sur Amazon ou Alibaba pour avoir un produit à prix cassé, mais ils surfent sur notre nom. Et on s'en est vite rendu compte, on a prévenu Fatboy tout de suite. Et eux, ils ont une équipe légale qui a pris le sujet à bras-le-corps et c'est en train d'être résolu. Et c'est vrai que grâce à ça, tu résous vite les problèmes. Ouais, t'as une force de frappe que tu n'as pas quand tu es exactement, une mais petite sur équipe, tous les sujets, c'est ça qui est incroyable. Et c'est ça aussi qui est génial avec Fatboy, c'est que, enfin, ce qui nous a énormément plu dans cette collaboration, enfin cette fusion, tout ce qu'ils nous ont promis quand on a fusionné, ils l'ont fait. Ce qu'ils disent, ils le font. Quand on leur propose des idées marketing, ils les déploient d'une manière, rêvée, quoi. C'est des Hollandais, ils sont droits, ils sont efficaces. Ils sont organisés. Ouais. Timing. Après, ça aussi, c'est inconvénients. Parfois, c'est un peu trop brutal. C'est toujours un peu rigide. Enfin, voilà, il n'y a pas beaucoup de charme dans leur newsletter ou dans ils sont plus ça manque de latinité ou de la. Voilà. Tu sais, quand on a rencontré la CEO de Fatboy, elle nous a dit, moi, je veux vous garder. Vous êtes un duo de choc. Vous êtes trop forte sur les réseaux sociaux. Et en plus, vous avez une touche française que nous, on n'a pas. Ils ont l'amour est dans le pré en Hollande. L'émission s'appelle Paysans cherchent femmes. Et quand tu fais la comparaison, tu comprends tout de suite la distinction les deux pays. Les deux l'amour est dans le pré. Ouais, et l'autre est très pragmatique. Paysans cherchent femmes, quoi. C'est rigolo qu'elle nous dise ça. C'est vrai que c'est un très bon parallèle. Félicitations. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2021-2022 ? Quel est l'objectif que vous êtes fixé ou que vous vous êtes fixé avec Fatboy ? Des nouveaux produits utiles, beaux. Ouais. Que le Miasun devienne une référence en termes de parasol de plage, ça c'est sûr qu'on en voit de plus en plus et ça c'est d'une satisfaction. Après, c'est d'étoffer la gamme, peut-être de créer des nouveaux produits aux côtés de Fatboy. Et puis peut-être mettre à profit tout ce que vous avez appris. Ouais, on a un petit peu de temps disponible puisqu'on s'occupe plus de la production, de la distribution, etc. Et c'est vrai qu'on a été sollicité par des entrepreneurs pour les accompagner dans leur stratégie de marque, stratégie digitale. Et c'est vrai que ça nous plaît d'accompagner ces gens qui en ont besoin et de leur donner des conseils sur ce que nous, on a appris. Intéressant. Pas d'exclus, de NDA avec Fatboy qui vous empêcherait de le... Non, ils nous encouragent à faire ça. Ils nous encouragent, ouais, okay. Vraiment. Donc on a créé Mia Labo. C'est ça. Mia Labo. Oui. Hortense Valériane, merci. Horty et Vallée, c'est ça? Un petit nom interne, Horty et Vallée. Hortense Valériane, merci infiniment. C'est top. Je crois que c'est la première fois, je ne veux pas dire de bêtises sur le panier, mais que je reçois une boîte qui est partie sur d'autres aventures. Alors que ce soit revente ou partenariat ou fusion, comme vous l'avez fait avec Fatboy. Félicitations, c'est super. On se revoit dans un an pour faire le point sur... Merci infiniment. À bientôt. Merci. Chers auditeurs, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode du panier ou d'un catch-up et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.